Bon, alors voilà. Voilà. Donc moi, je suis microbiologiste cellulaire. Donc je m'intéresse aux tout petits trucs. D'abord, j'ai été vraiment impressionné par ce que j'ai vu depuis ce matin et tout ça, parce que euh, quand on regarde la rivière du Gers, on n'imagine pas que... Oui, excusez-moi. Oui, donc j'ai été vraiment impressionné par ce que j'ai vu depuis ce matin. Parce que quand on regarde la rivière du Gers, on est un petit peu impressionné par la couleur et par la destruction des sols qui s'y passe. Donc, juste donc, de voir qu'il y a vraiment des gens qui font des choses pour lutter contre ça et surtout montrer des sols où on voit des éluats qui arrivent complètement transparents, ce qui devrait être ce qui sort d'un sol, s'il en sort. Et donc voilà. Donc moi je suis microbiologiste cellulaire. J'ai fait d'autres choses, bien sûr. En fait, je suis sorti très très vite des laboratoires pour essayer d'être le plus sur le terrain et de voir. Parce que je me suis rendu compte que souvent ce qu'on imagine dans les laboratoires n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. La vie est une chose très complexe. Ça peut impressionner beaucoup de gens, mais finalement, on en fait partie. Et il y a des moyens pour nous qui faisons partie de la vie, en tant que mammifère, en tant qu'être humain, il y a des moyens de la comprendre. Et voilà. Et alors, c'est un petit peu étonnant parce qu'on est dans une salle de cinéma. J'ai un peu l'impression aujourd'hui d'être dans la guerre des étoiles où on vous apporte le dernier épisode que vous avez vu ce matin. Et puis petit à petit, on revient petit à petit vers le début, vers la création. Donc moi, c'est vraiment ce dont je parle ne se voit pas. Donc on en voit simplement les effets. Donc voilà, un sol, je vous ai sorti une coupe de sol vivant. Un sol vivant, c'est d'abord la roche-mère. Sur cette roche-mère, il y a eu beaucoup de 2 milliards de travail, 2 milliards d'années de travail de bactéries qui ont fait et créé petit à petit ce sol, qui en ont tiré de cette roche-mère des matériaux avec lesquels ils ont construit tout ce qui tout ce qui a permis aux vivants de se développer. Et puis, donc, après la Roche-Mère, vous avez cet espace un peu beigâtre, un peu plus sombre. On est là dans un terrain idéal où vous voyez que les racines sont encore là. Et là, on est dans un espace qui est complètement, qui vit sans air, qui n'est jamais au contact avec l'air, normalement. On est dans un espace anaérobien. Donc, ce sont que des fermentations qui, si vous leur mettez une molécule d'oxygène, bon, ils vont se détourner, ils vont essayer de, ils vont pas l'englober, ou alors ils vont l'englober dans des molécules tellement complexes que elles vont pas être au contact directement possible avec une molécule de ces êtres vivants qu'on appelle bien sûr aussi dans d'autres circonstances des êtres extrémophiles, parce que ce sont des êtres, si vous voulez, qui se retrouvent au fond des mers avec 70 degrés. Donc nous, vivants, qui vivons au-dessous de la Terre, n'avons absolument rien en commun avec ces êtres-là, enfin un petit peu, parce qu'elles sont aussi partie de la création et elles nous aident beaucoup aussi. Je vous dirai tout ça tout de suite. Mais entre cette, vous avez une espèce de couche marron sombre au-dessus. Au bas de cette couche marron, vous avez des bactéries qui vivent avec l'air et sans air. Alors oui, il y a des bactéries qui vivent avec l'air sans air, c'est bien. Donc celles, voilà, elles échangent entre les deux et tout ça. Au-dessus, juste au niveau des racines, donc c'est 2-3 cm, voire 10 cm dans les meilleurs des cas. 50, je l'ai vu en Argentine. Vous avez des bactéries qui ne vivent qu'avec l'air. Voilà. Et, et donc voilà. Ces bactéries, jusqu'ici, on vous a parlé enfin, tous les autres avant. Moi, je les adore, hein, ils sont super. Mais ils vont vous en parler de concurrence, de compétition, de salissage, de voilà.
La réalité de la vie là-dedans, dans ce sol-là, qui fait partie de la création, qui a créé quand même les plantes, cette planète Terre et tout ça, dont nous mangeons et tout ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont mis, et d'organismes qui ont décidé de faire des symbioses. Alors, symbiose ou commensalité, c'est-à-dire qu'on va manger la même chose, donc on va s'organiser peut-être pour se séparer le travail pour arriver à un but commun. Voilà. Donc, il y a donc aussi, ça existe. Voilà. Et je dirais même, au-delà de la compétition, de la chose, voilà, de la violence, je ne veux pas être non plus béni, oui, machin, tout ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, là, on a un exemple de choses qui s'organisent ensemble vers un but commun. Et en fait, ce sol-là, c'est à la base, le rôle d'un sol, c'est un système digestif. Quand quelque chose tombe dessus, il est digéré par ce sol. Et il est retransformé pour être redonné à la vie. Et étonnamment, donc depuis 10 ans, il y a une recherche, parce que microbiologie cellulaire, donc les petites bactéries, machin et tout ça, c'est aussi des choses. Donc je travaille aussi pour la cosmétique, pour la santé, donc pour les pharmacies et tout ça. Et donc ma recherche sur le terrain inspire énormément ma recherche en laboratoire. Je n'ai pas de laboratoire moi-même, mais j'organise des laboratoires pour aller vers des recherches particulière. Et donc, finalement, là, avec ce sol-là qu'on voit, le sol que vous travaillez tous les jours, qui vous fait vivre, eh bien, on se rend compte que c'est un système digestif. Et il y a une branche aujourd'hui dans la médecine qui est à la pointe, là, dernièrement, c'est d'étudier le biome humain. Le biome humain, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est rendu compte, il y a 10 ans, qu'il n'y avait d'humain dans notre être que 10%. C'est bizarre, hein, ça paraît complètement bizarre, et pourtant on vit, voilà, on a l'impression d'être humain, on se donne une baffe, ça rougit, eh ben non. Sur la face de la tête, il y a 200 champignons symbions. Comment ça s'appelle, un problème d'estomac, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. C'est souvent la perte de bactéries symbions qui vivent avec l'oxygène, parce que dans l'estomac, on est juste en dessous, à la limite du marron et du rouge brique, et donc, tout d'un coup, quand les bactéries qui vivent avec l'air commencent à diminuer en puissance, en force et tout ça, en nombre, eh bien c'est les autres qui reprennent. Donc elles remontent. Alors, voilà. Vous enlevez les bactéries au milieu, donc vous enlevez l'estomac, vous n'arrivez plus à digérer. Donc voilà, on est dans un système digestif en même temps qu'on est dans une chaîne alimentaire. Et donc on va en dessous sur la roche-mère, on est au niveau des bactéries très très anciennes qui ont 3 milliards d'années presque, des archéas, qui sont des bactéries qui sont... qu'on n'arrive même pas à classer parce qu'on ne sait plus si c'est des virus, des bactéries, si c'est des plasmodiums, ce sont des choses qui sont... on est toujours dans la recherche là, d'un classement. Et on est aussi dans une espèce de pyramide à l'envers. On ne sait pas si c'est vraiment une pyramide ou pas, où il y a un nombre, c'est-à-dire que sur la planète, 90% du vivant est là-dedans. Voilà, là-dedans. Alors je vais passer d'image parce que j'ai peut-être accéléré. Voilà. Alors voilà, donc vous avez les vers de terre, les taupes, les machins, les gros. Et puis, ça c'est en surface. Ce sont... toutes les bactéries qui sont en surface de la Terre, qui vivent avec l'air.
Et en réalité, pourquoi j'ai pris cette photo? C'est que, donc ça, ce sont les bactéries qu'on trouve, même famille, même chose, sur la surface du sol. Ils sont très fragiles parce que si vous leur retirez l'air, elles crèvent. Donc, par exemple, si vous labourez, si vous les enfouissez, eh bien, vous mettez les bactéries qui vivent sans air, vous les mettez à l'air. Et puis celles-là, vous les mettez sans air, celles qui vivent avec l'air. Et alors là, tout le monde crève. Et qu'est-ce qui se passe? On a une production de méthane. Hein. Le méthane, c'est 21 fois la capacité d'effet de serre d'un gaz carbonique. Et alors, pour moi, ça, bon, il n'y a que moi que ça fait rigoler, mais bon, je vous l'ai mis quand même. C'est, en réalité, ça, c'est un frottis des bactéries que l'on trouve sur la langue. Ce sont les mêmes qui sont sur la Terre. Voilà. Et ces bactéries-là, alors, elles sont très très faibles d'un côté, mais elles sont très très résistantes aussi. C'est-à-dire que, bon, je vous ai dit, de l'air. Donc voilà. Mais aussi, le deuxième élément, c'est surtout l'eau. Et ces bactéries ont la capacité de survivre à un manque d'eau. On peut leur retirer à peu près plus de 80% de leur eau. Elles vivent quand même, elles survivent. Et même, moi j'utilise des bactéries que je cryogénise et que je fais revivre après. C'est hyper résistant. Seulement, sans air, ça crève. Et donc, quand une goutte d'eau, voilà, ça j'aimerais qu'on comprenne ça, parce qu'il y a un type de l'INRA qui s'est fait virer il y a une dizaine d'années, parce qu'il a démontré que 70% des terres françaises étaient en hydromorphisme, justement à cause du labour, entre autres. Et donc, lui, parce que les gens n'ont pas compris que hydromorphisme, bon, ça voulait dire qu'on était dans une période où il y avait un peu moins d'eau, et donc il a dit en phase de sécheresse, ce qui est exactement la même chose. Ça veut dire que l'eau, sécheresse ou hydromorphisme c'est trop, sécheresse c'est pas assez. Quand on fait de l'agriculture, je ne veux pas vous dire comment on fait de l'agriculture, vous le savez mieux que moi, mais quand on s'intéresse à la vie, l'important dans la vie, ce sont les équilibres. Et donc, ça, ces bactéries-là, c'est comme ça que l'eau pénètre dans le sol. C'est-à-dire que vous avez une goutte d'eau, une bactérie qui est asséchée en surface. Elle est en manque d'eau, elle va absorber. L'excès d'eau, elle va le passer à côté. Qui va le passer à côté, qui va le passer à côté, qui va le passer à côté. Jusqu'en bas. C'est-à-dire que vous passez du système digestif que je vous ai montré tout à l'heure, avec les bactéries qui vivent sans air, avec air moyen et sans air du tout, et les très vieilles, eh bien, vous avez l'eau qui descend, comme ça, à travers ce système bactérien. L'histoire des trous, des machins, c'est très bien, parce que moi j'adore les vers de terre, je suis fou. Mais quand vous êtes avec les vers de terre, vous êtes avec un prédateur et aussi un commensal, parce que on vous expliquera les vers de terre plus tard, mais ça fait partie du cycle. Mais c'est aussi le haut du panier du cycle. Pour un ver de terre, il y a 1 milliard de bactéries. En surface dans un bon sol bien vivant. J'espère qu'il y a plus de vers de terre aussi, parce qu'à l'intérieur de vers de terre, il y a plein de bactéries. Et donc, l'eau rentre comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une carence d'eau, l'eau va se stocker dans la nappe phréatique, et quand il y a plus d'eau en surface, eh bien, hop, c'est l'effet inverse qui passe. L'eau remonte. Alors, ça remonte à condition qu'il n'y a pas une charge trop forte d'évaporation en surface. Ça remonte à condition que ça serve à quelque chose. Voilà.
ce qui est étonnant, c'est que dans la nature, on se rend compte, plus on avance, plus on étudie et tout ça, de l'utilité des choses. Alors voilà, c'est très important. Si tout d'un coup, il y a une pompe qui fuit, ben on arrête la pompe. C'est plus utile, ça, on s'en va. Donc une terre labourée va absolument anéantir ce système-là, qui est un système naturel, qui est... moi, encore une fois, je ne suis pas agriculteur, j'étudie les sols, je suis biologiste, et c'est comme ça que ça marche. On ne m'a pas montré une autre manière, et pour l'instant, je n'en connais pas. J'aimerais bien que quelqu'un me montre. Je suis toujours prêt à vouloir découvrir. Donc voilà, c'est pour ça que la sécheresse n'est jamais un état naturel. Sur la Terre, la sécheresse a toujours été provoquée ou par l'homme ou par une catastrophe naturelle. Les exemples sont multiples, mais c'est tellement simple. On a travaillé au Pérou, dans un endroit, parce que je travaille avec un ami, il y a Gérard qui est le grand botaniste, hein, qui a créé toutes ces encyclopédies sur les plantes bioindicatrices, avec qui donc moi, je travaille plus sur le côté des molécules, des champignons, des bactéries, tout ça. Lui, c'est la recherche botanique. Et puis, il y a un autre comparse qui s'appelle Alain Gachet. Et avec Alain est un ingénieur des mines absolument brillantissime, et qui a travaillé pour Total, pour machin, tout ça, pendant longtemps comme prospecteur. Donc, il a une expérience de terrain de 30 ans. Et puis, tout d'un coup, il s'est intéressé aux missions de la NASA. Donc, c'est une petite digression. Mais tout ça pour vous dire que donc, il utilise les images satellites radar de la NASA, et donc on voit à 50 mètres en dessous du sol, et donc on fait des cartographies des endroits et des bassins versants et tout ça. Donc ça nous permet, dans des endroits qui sont complètement désertiques, de découvrir les points d'eau les plus durables. Et en fait, ce travail-là, quand on est en train de relancer la vie, c'est vraiment un travail pompier. C'est-à-dire que ce travail-là, on ne devrait pas le faire dans un endroit où le sol est vivant. Voilà. Et on est arrivé donc au Pérou, à Piura, donc la pointe complètement ouest du Pérou, complètement désertique. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis arrivé dans un endroit où les premiers Européens à avoir mis le pied dans cet endroit, c'était Aimé Bonpland et Alexander von Humboldt. Donc Alexander von Humboldt qui était le correspondant, le voyageur de Goethe, le grand poète qui a créé la biodynamie, parce que finalement Rudolf Steiner était l'assistant de Goethe, et donc a mis en pratique ce que Goethe était en train de concevoir et comptabiliser. Et la description de l'endroit où nous étions, donc ils sont arrivés là en 1784-85. C'était une jungle monstrueuse, et c'est là où Jean Nicot a fait la description du tabac. Il y avait des cacaoyers, il y avait des... Bref. Et nous, on arrive dans un désert 300 ans après. Résultat de l'agriculture. Bon. De ces gens qui ont surexploité leurs terres et qui l'ont complètement désertifié. Voilà. Et c'est en fait, ils étaient dans une forêt, ils ont coupé la forêt, et puis ils ont amendé les choses et tout ça, et ils ont tiré sur la forêt. Et la forêt, la terre bactérienne qui respire est très 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 fine. Et donc elle est très très fragile, et donc elle est d'autant plus facile à dézinguer. Donc voilà. Donc tout ça est pour dire que dès que la partie superficielle des bactéries, qui sont les parties aérobiennes, disparaissent, on rentre dans une phase de désertification. Voilà. Donc là, on est là. Il y a donc, comme on vous a dit, moi je m'intéresse donc aux bactéries, mais aussi aux mycorhizes.
Voilà, ça fait maintenant 10 ans qu'on a fait. Je travaille avec un Américain qui s'appelle Paul Stamets, qui est peut-être la référence mondiale de la recherche sur les champignons. Et moi, quand j'ai fait ma biologie, on ne s'y intéressait pas, ça touchait même pas, on voyait même pas le lien avec les plantes. Et c'est gravissime parce que moi, j'ai fait mes études dans les années 80. Et en réalité, quand vous regardez la documentation, en France, nous étions les pionniers. Jusqu'en 1960, nous étions la référence mondiale. Et à mon avis, par le fait de l'orientation des destinées agricoles et du développement qui a été pris à cette époque-là, ce sont des matières qui ont disparu de l'enseignement. Et donc, bien sûr, moi j'étais admissible à l'agro et j'ai demandé à voir ce qui me présentait. On ne me parlait pas de sol. Donc je suis allé chez Pierre et Marie Curie et voilà.